On passe donc sur la séquence sur l'adaptation au changement climatique. Il y aura donc 3 interventions de suite, hein. D'abord, l'impact du stress thermique en relation aux aspects génétiques. Ensuite, il y aura l'adaptation des bâtiments d'élevage, hein. Et puis après, on terminera par les outils. Donc la première présentation est assurée par Sophie Aguerre et Roxane Vallée du département génétique de l'Institut de l'élevage. Donc, vous avez la parole. Merci André pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc on a effectivement le plaisir d'ouvrir cette session sur l'adaptation au changement climatique avec le levier génétique avec ma collègue Roxane Vallée. Et donc c'est un travail auquel de nombreux collègues ont contribué, notamment Élise Van Berg au sein de l'Institut de l'élevage, qui est du service santé et bien-être des ruminants. Donc le changement climatique, il se caractérise par un réchauffement global et par une grande variabilité climatique, notamment avec l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique représenté ici avec des projections d'ici à 2100, parmi ces événements extrêmes, on compte les vagues de chaleur qui vont devenir donc de plus en plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Donc ce changement climatique il va avoir des conséquences pour l'élevage bovin. En effet, les bovins laitiers sont particulièrement sensibles au stress thermique, du fait d'une part de la rumination, qui est une activité qui produit énormément de chaleur, et de leur grande taille. Donc ça va avoir des impacts sur leur physiologie, sur leur performance zootechnique, à la fois leur capacité à se reproduire et à produire, sur leur santé et sur leur bien-être. Donc on va le voir au fil de cette session, il existe de nombreux leviers d'adaptation pour adapter l'élevage bovin, parmi lesquels le logement, l'alimentation, l'abreuvement, la conduite de l'élevage. Et au cours de cette présentation, on va se concentrer sur le levier génétique. Donc que peut apporter le levier génétique ? Notre objectif en sélection, c'est d'obtenir des animaux qui sont adaptés à leur environnement et aux besoins des éleveurs. Donc pour ça, on va jouer sur la variabilité génétique qui existe entre les animaux d'une même race ou de races différentes pour choisir ceux qui sont les plus adaptés à nos besoins et donc les meilleurs reproducteurs pour produire les générations suivantes. Dans le cas du stress thermique, cette variabilité, elle va pouvoir concerner la température à partir de laquelle les individus sont affectés par le stress thermique, l'intensité de leur réponse et les stratégies qu'ils vont mettre en place pour tenter de maintenir une température corporelle correcte. Donc le levier génétique, c'est un levier qui est vraiment très efficace, puisque le progrès génétique est cumulatif de génération en génération. Vous avez sur ce graphique une illustration du gain du progrès génétique en race Holstein, avec l'exemple du caractère des cellules somatiques. Donc, ce caractère il est évalué en génétique depuis 1997 et il est inclus dans les objectifs de sélection depuis 2001. Et donc, vous pouvez voir sur le graphique que depuis 2020, on a un gain important de progrès génétique réalisé sur ce caractère, aussi bien sur la voie mâle que sur la voie femelle. Pour que la sélection génétique elle soit efficace pour permettre d'adapter les élevages bovins laitiers au changement climatique, il faut adapter les programmes de sélection tels qu'ils existent actuellement, puisque actuellement on ne tient pas compte de l'environnement climatique dans lequel les performances sont réalisées, et donc les valeurs génétiques qui sont estimées pour les animaux n'en tiennent pas compte. Et donc, on a besoin d'adapter ces programmes de sélection, ce qui a été l'objet de 2 projets. Le projet français Quécalor, qui a été soutenu par Apigène et qui s'est terminé en début d'année, et le projet européen Rumigène, qui s'achèvera cette année également, qui avait pour principal objectif justement d'adapter ces programmes de sélection pour pouvoir à terme avoir un élevage bovin qui est adapté au changement climatique. Une première étape, c'était, pour mieux comprendre les effets du stress thermique sur les bovins, c'était d'estimer les effets de l'augmentation des températures sur les performances des vaches laitières et notamment sur leurs performances de production et de reproduction. Pour cela, on a analysé les performances en races Holstein, Montbéliarde et normande, donc les 3 principales races françaises, au regard des données météorologiques sur la période 2010 à 2020. En termes de performance, je vous le disais, on s'est intéressé à la production. Donc pour ça, on s'est appuyé sur les données de contrôle laitier, donc les performances réalisées dans les élevages qui sont au contrôle de performance laitière.
Donc on a pu s'intéresser à la quantité de lait, aux quantités et taux de matières grasses et protéiques et au score de cellules somatiques, qui est un dérivé du comptage cellulaire, en première et en deuxième lactation. Et pour la reproduction, on s'est focalisé sur le taux de réussite à la première IA en première lactation, qui sont des informations disponibles dans les bases de données nationales zootechniques. Et pour qualifier l'environnement climatique dans lequel ont été réalisées les performances, on s'est appuyé sur un index sur le THI. Vous avez sans doute entendu parler si vous vous préoccupez de cette thématique, qui est un indicateur qui va combiner à la fois température et humidité. Vous avez ici un aperçu de l'effet de ce THI à court terme sur les performances de production avec l'illustration de la quantité de lait journalière. Vous avez donc représenté en abscisse le THI moyen qui a été moyenné sur le jour du contrôle et les 2 jours qui l'ont précédé. Et l'effet qu'il va avoir sur la production, sachant qu'ici, les productions maximales ont été ramenées à un niveau 0 pour faciliter l'interprétation et la comparaison entre les races. Mais donc vous avez ici, pour nos 3 races françaises, l'effet du THI, l'effet moyen du THI sur l'ensemble de la population, donc à l'échelle nationale. Ce que vous pouvez noter, c'est que globalement, la production, elle va être maximale à une plage de THI qui est comprise entre 45 et 55. Globalement, ça correspond à une température journalière moyenne qui est comprise entre 7 et 13 degrés. C'est relativement bas par rapport à ce qu'on pouvait attendre et ce qu'on a pu observer par rapport aux résultats espagnols et néerlandais qui ont pu être analysés dans le cadre du projet européen. On reviendra là-dessus un petit peu après. Vous pouvez noter qu'on obtient les mêmes optimums, on a des productions qui sont maximales dans des mêmes gammes de THI pour les premières lactations qui sont en trait plein et en deuxième lactation, en trait en pointillé. Et ce qui est important, là, ce sur quoi on peut s'arrêter, c'est si on se place en cas de situation de stress thermique modéré, donc si vous vous placez à THI 70, donc plutôt à droite de la courbe, donc c'est globalement des températures moyennes journalières qui sont aux alentours de 23 degrés. Vous pouvez voir que c'est globalement, suivant la race et le rang de lactation, entre 1 et 1,5 kg de lait qui ne serait pas produit par jour en cas de stress thermique modéré. Et globalement, si on extrapole ça à l'ensemble des caractères de production, on a constaté des baisses sur cette période 2010 à 2020 de 5 à 14% des performances en cas de stress thermique modéré, donc THI autour de 70. Pour ce qui est de la reproduction, donc pour le taux de conception à la première insémination en première lactation, cette fois le niveau 0 correspond au taux de conception à un THI 60, donc une température moyenne journalière d'environ 15 degrés, sachant que là le THI moyen correspond à une moyenne sur 8 jours, jour de l'insémination et les 7 jours qui ont suivi. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette fois, on a des dégradations de performance à des seuils plus élevés de THI, autour d'un THI 60, ce qui là qui était homogène avec ce qui a pu être observé dans le cadre du projet européen avec l'Espagne et les Pays-Bas. Et globalement, on a constaté des baisses de 2 à 8 points suivant la race en cas de stress thermique modéré. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un article qui reprend tous ces éléments sur le site IDEL. La chose importante quand on s'intéresse à la sélection génétique dans un contexte de changement climatique, c'est de savoir si le classement entre reproducteurs qui est établi actuellement avec les valeurs génétiques qui sont estimées en ce moment, sans tenir compte de ce contexte justement environnemental climatique. Est-ce que ce classement va être modifié si justement on essaye d'attribuer des valeurs génétiques aux animaux suivant différents environnements climatiques? Globalement, pour vous la faire courte, on estime qu'il y aura peu de reclassement, mais que c'est globalement l'écart entre les individus qui va être principalement modifié. Vous avez ici une illustration de l'évolution des valeurs génétiques en fonction du THI en race montbéliarde pour en bleu le top 10 des taureaux à THI 50, ce qui est globalement les conditions moyennes actuelles, et en rouge les moins bons taureaux.
Et donc, ce que vous pouvez voir à gauche, vous avez les évolutions de valeur génétique sur les matières protéiques et à droite sur le taux de conception. Ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, l'écart entre les meilleurs et les moins bons se resserre dans le cas de la production laitière et s'agrandit pour le taux de conception. Et donc, globalement, on s'attend à ce que les vaches qui sont les plus fortes productrices actuellement, donc en conditions moyennes actuelles, soient les plus impactées. Certes, elles resteront avec des valeurs génétiques, donc un potentiel de production plus élevé que les autres, mais on peut s'attendre à des baisses de production assez importantes. Et pour ce qui concerne la reproduction, on constate que les femelles qui ont actuellement le plus de mal à se reproduire vont avoir encore plus de mal à se reproduire en conditions de stress thermique. Ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est qu'on peut établir des pentes de variation de performance à certains THI, donc des évolutions de valeurs génétiques, qui sont différentes suivant les animaux, avec certains qui vont avoir tendance à avoir des baisses plus ou moins importantes. Il y a une certaine variabilité à ce niveau-là, et donc globalement, on a certains animaux sont plus tolérants que d'autres au stress thermique, et donc on va pouvoir s'intéresser à la sélection de ces animaux-là. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'échelle de la population, en cas de stress thermique, on va avoir des baisses globales de performance. Là où c'est rassurant, c'est que comme on a une variabilité entre individus, on a des animaux qui sont plus tolérants que d'autres à la chaleur, si tant est qu'être tolérant, c'est continuer à produire et à se reproduire, mais c'est une autre discussion. Et vous avez vu que, sachant que des animaux qui ont déjà des problèmes pour se reproduire, et c'est la même chose pour les animaux qui sont sensibles, qui présentent beaucoup de cellules somatiques dans les laits, sachant que c'est un point sensible et qui va être dégradé pour les animaux déjà vulnérables en cas de stress thermique, il va être important de tenir compte de ces caractères fonctionnels dans les objectifs de sélection et d'adapter ces objectifs de sélection en conséquence. Et donc je vous disais qu'on avait observé des optimums de production pour des températures moyennes qui étaient relativement basses, autour de 10 degrés. Si on regarde en France, je vous disais, c'est globalement les conditions moyennes, mais c'est spécifiquement les températures qu'on peut observer au printemps et à l'automne, qui sont des périodes de transition alimentaire en France, qui n'était pas forcément le cas en Espagne et aux Pays-Bas quand on a pu faire notre comparaison à l'échelle européenne. Et donc, on peut penser qu'une partie de l'effet du THI qui a été une partie de l'effet sur la production qui a été constatée a pu être captée par le THI, mais en fait serait due à d'autres choses, plutôt liées au système d'élevage. Et on n'a pas pu mettre ça en évidence parce que c'est des informations dont on ne dispose pas dans les bases de données nationales. On n'a aucun descripteur de l'environnement. Tout ce qu'on sait, c'est l'élevage dans lequel la performance a eu lieu. Et donc, c'est important dans ce type de projet et pour bien d'autres études de pouvoir disposer de descripteurs de l'environnement comme l'équipement global dans un élevage ou le type de ration et l'existence ou non d'une utilisation du pâturage pour pouvoir avoir des choses cohérentes. Donc, comme le disait Roxane à l'instant, dans nos études, on cherche maintenant à prendre en compte de nouvelles informations. Et dans notre quête de nouvelles sources d'informations, un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est l'épigénétique. Donc, pour vous expliquer ce qu'apporte l'épigénétique par rapport à la génétique, on va imaginer ensemble que vous vous lanciez ce soir dans la lecture du livre de l'histoire de l'Institut de l'élevage. Au début de votre lecture, votre livre va ressembler à l'image de gauche. Vous aurez simplement le texte brut. Au fur et à mesure, vous allez trouver tout un tas d'informations très intéressantes, notamment dans le chapitre lié au dispositif génétique français. Et donc, vous aurez très envie de pouvoir retrouver ces informations. Donc, vous allez annoter votre livre. Vous mettrez des post-it sur certaines pages pour pouvoir y revenir plus facilement. Vous allez souligner certains passages. Peut-être que si dans votre environnement, vous avez sous la main un généticien, vous pourrez lui demander des informations complémentaires que vous écrirez dans la marge. Si votre stylo fuit, vous allez faire des tâches. Et donc, tout ça, ça ne va pas modifier le texte qui est présent dans le livre. Par contre, ça va modifier la lecture que vous allez en faire quand vous y reviendrez. Eh bien, la génétique et l'épigénétique, c'est exactement la même chose.
En génétique, on va s'intéresser au texte brut, donc à l'information qui est portée à différentes positions de la molécule de l'ADN. Cette information, on l'hérite pour moitié de notre père, pour moitié de notre mère, et on va la transmettre à une potentielle descendance. Donc en génétique, on s'intéresse aux gènes et à leur impact sur les caractères. En épigénétique, on va s'intéresser aux annotations que vous allez faire sur votre texte, donc aux marques qui vont être présentes sur la molécule d'ADN. Ces marques, elles apparaissent tout au long de la vie. Elles peuvent être induites par l'environnement. Elles peuvent être en partie réversibles, mais une partie d'entre elles va être transmise à la descendance. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et toutes ces marques, elles vont avoir un rôle dans la régulation de l'expression des gènes. Leur présence ou leur absence va amplifier ou empêcher l'expression des gènes d'intérêt. Donc en pratique, comment on étudie l'épigénétique ? D'abord, il faut connaître les marques qui sont portées par un individu. Pour ça, on a un tout nouvel outil qui a été développé dans le cadre du projet Rumigène par nos collègues INRAE et Eliance, qui est une puce d'épigénotypage. Donc cette puce, elle va permettre de lire facilement les marques portées par un individu à partir d'un échantillon biologique, que ce soit du sang ou de la semence. Donc le développement de cette puce d'épigénotypage, c'est vraiment une avancée très importante pour ce domaine. Ça va permettre d'acquérir toutes ces nouvelles données sur un grand nombre d'individus et beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Une fois qu'on a des données sur les marques épigénétiques, on va chercher à étudier les liens entre ces marques et les performances des animaux. Pour cela, on a deux stratégies possibles. On va pouvoir étudier des grands jeux de données, donc les jeux de données dont a parlé Roxane précédemment, tout l'enregistrement de ce qui se passe dans la vie d'un animal. Ou alors, on peut avoir une approche expérimentale. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple d'une étude expérimentale qui a été menée toujours dans le cadre du projet Rumigène sur le lien entre épigénétique et adaptation au stress thermique. Cette expérimentation, elle a eu lieu à la ferme des Trinotières. Et donc, elle avait plusieurs objectifs. On s'est intéressé à l'impact du stress thermique dans une première partie sur les vaches laitières qui subissaient ce stress thermique. Donc, on a étudié l'impact direct du stress thermique. Donc, nos vaches ont été soumises à différents stress durant les étés 2022 et 2023. On a pu donc étudier leur réaction au stress thermique en observant l'évolution de leurs performances zootechniques, notamment la production de lait, et différents paramètres physiologiques, notamment leur activité. Quelle évolution du temps passé à ingérer, à ruminer, à haleter pour évacuer de la chaleur, et quelle était leur capacité à maintenir une certaine température corporelle. Donc à partir de tous ces indicateurs, on a pu distinguer des vaches plus sensibles que d'autres au stress thermique. Une fois ces groupes établis, on a pu les mettre en relation avec les marques épigénétiques qui ont été observées avant, pendant et après un stress thermique. Et en comparant l'évolution de ces marques épigénétiques, on a pu observer une plus forte variation des marques épigénétiques chez les vaches les plus sensibles, avec donc 616 variations chez les vaches les plus sensibles, contre 33 seulement chez les moins sensibles. Et parmi toutes ces marques, un tiers se situe dans des régions qui régulent l'expression de gènes d'intérêt, notamment des gènes qui ont un lien avec la réponse immunitaire et la réponse à un choc thermique. Et on a encore des travaux en cours, cette fois-ci pour étudier l'impact d'un stress thermique durant la gestation sur les descendantes. Donc on va s'intéresser ici à l'impact du stress thermique in utero. L'idée ici, ça va être de faire le lien entre les profils de marques épigénétiques et les compétences immunitaires des jeunes génisses, en particulier la réponse à la vaccination. Donc l'épigénétique, c'est un tout nouveau domaine, on est vraiment au tout début de l'histoire, mais on pense que ça va vraiment nous aider à beaucoup mieux comprendre la façon dont s'expriment les gènes, et donc ce sera un levier d'action intéressant pour l'avenir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les collègues qui ont contribué à ces travaux et nos financeurs. Merci pour cette présentation qui est très très bien. Voilà, il faut l'assimiler. Hein. Donc on voit qu'on a affaire à deux passionnés, mais voilà, il faut l'assimiler. Moi j'aurais juste une question. Est-ce que le gabarit des vaches joue ou pas? Alors vous avez testé 3 races qui sont à peu près identiques. Est-ce qu'il y aurait peut-être... des races plus petites à expertiser?
Gergiès, Abondance, j'ai des races comme ça, voilà. Alors, on n'a pas étudié toutes les races, mais par contre, oui, on a pu observer que les vaches les plus grandes, en particulier, ont tendance à moins bien supporter le stress thermique. Et puis on peut le voir avec l'effet sur des animaux qui sont plus petits, petits ruminants, qui souffrent un petit peu moins du stress thermique. Donc il y a effectivement un lien entre la taille des animaux et leur capacité à supporter ce stress thermique. Ma question, c'est juste, voilà, si le dossier que vous développez, peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur la taille de nos animaux ou du gabarit pour, voilà, si ça peut les aider à passer ce réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour à tous, Jean-François Gronier, enseignant à Rennes. Je rebondis sur la réflexion et la question de Stéphane. J'avais préparé un petit peu ma question. Donc, dans une de vos diapos, et merci à toutes les deux de votre exposé, lorsque le THI ça augmente, vous avez parlé d'une réaction entre 2 et 8 points sur une échelle que j'ai mal mémorisée, en fonction des races. Et c'est une vraie question. Mon expérience d'agronome tropicaliste m'incite à penser, par beaucoup d'observations, que la Jersiaise est beaucoup plus résistante que la Holstein à même condition. Hein. Et donc faire un travail de intra-race, c'est très intéressant, mais inciter aussi à changer de race compte tenu de ce qui va se passer, ça peut être aussi quelque chose à regarder de très près. J'imagine que la Jersiaise, compte tenu des nécessités de population, elle n'était pas incluse dans votre panel. C'est ça. Là, on s'est concentré sur les principales races laitières. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur l'aspect production, on entend souvent que, effectivement, la Jersiaise sera plus résiliente que les autres. Bon, là, il y a moins de différence de niveau de production. Enfin, les écarts sont peut-être moins importants entre la Holstein, la Normande et la Montbéliarde qu'avec la Jersiaise. Mais vous voyez quand même que sur l'aspect production laitière, on a des amplitudes de baisse qui sont similaires globalement suivant les races. Par contre, effectivement, sur un aspect comme la fertilité, là, il y a une vraie différence entre races. Donc, ce serait intéressant, effectivement, de pouvoir faire le bilan pour toutes les races. Et on entend très souvent cet argument de une vache de plus petit format comme la Jersiaise est moins impactée. Après, en nombre de kilos de lait perdus, c'est probablement le cas, mais est-ce qu'en ordre de grandeur, finalement, en proportion, est-ce que c'est pas similaire? Ça, là, malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question-là. Oui. Oui, Sophie Matalia, l'Institut de l'élevage, juste pour compléter, pour faire ces études, il faut encore avoir des données. Et il faut avoir des données. Là il y avait déjà des difficultés dans certains cas à avoir suffisamment de données à température haute, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Et donc, par exemple, des abondances à des THI 70, heureusement, on n'en a pas beaucoup, quoi. Enfin voilà. Et par contre, le lien entre la taille, donc pour l'instant, ça peut être surtout étudié intra-race, je dirais. Le lien entre la taille des animaux et les aptitudes pour demain, en effet, c'est une question qui me paraît importante à discuter. Que ce soit sur le plan de la résistance à la chaleur, de la fertilité, où souvent la profondeur de corps, par exemple, est négativement associée à la reproduction, et puis des émissions de méthane. Voilà. Mais pour répondre à votre question, si on souhaite, et on verra après, faire avancer ce dossier-là, je pense qu'on pourra peut-être aller chercher des expériences dans d'autres pays. Et j'ai un pays en tête qui est le Sénégal, qui importe beaucoup de génisses françaises. Et il y a beaucoup de races. Il y a de l'Holstein, de la Montbéliarde, il y a de la Jersiaise, il y a de l'Abondance. Est-ce que c'est quelque chose à réfléchir pour voir comment elle se comporte là-bas? Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, nous avons quelques questions. Alors je vais en prendre une d'Adrien Rabaland d'Addis qui nous dit finalement, quand on voit la stratégie volume et intensification qu'on nous a présentée ce matin
chez un certain nombre d'éleveurs de plaine. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce qu'on nous évoque à l'instant sur le stress thermique et les baisses pour les animaux les plus productrices, enfin les animaux les plus productrices, avec les périodes de canicule dont la fréquence va augmenter, etc. Donc est-ce que ça peut amener à revoir les stratégies des éleveurs ? Dans ces études-là, pour l'instant, c'est intéressé qu'à des réponses, enfin des stress à court terme et donc des impacts à court terme. Et effectivement, celles qui sont les plus productrices vont être celles qui vont avoir des baisses de performance les plus importantes. Reste à savoir encore si c'est quelque chose qui, avec des vagues de chaleur qui se répètent, quelque chose qui s'accumule. Est-ce qu'après les vaches s'adaptent et ont des réponses différentes ça se discute. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse à apporter, mais effectivement, elle se place pas forcément très bien. Mais pour répondre à cette question, c'est quand même en France, le réchauffement climatique n'est pas homogène. Et on voit bien que le sud de la France, si je coupe à peu près la France en deux, le sud va avoir plutôt un climat méditerranéen où ça va être plus compliqué pour avoir de l'élevage, que le nord de la France va le passer. Voilà. Donc il faut qu'on remette ça sur les territoires. Bien sûr. Et donc on a aussi, mais ça complète le débat sur les races, Gaylord Boucard qui nous a fait part de l'excellente résistance à la chaleur de la brune et qui suggère qu'on continue à explorer ce travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci à vous.